Été 2017, direction le sud-ouest de la France, les Girondins de Bordeaux. À cette époque-là, je crois savoir que tu as des envies d'étranger. Pourquoi finalement tu choisis d'aller à Bordeaux ? Bah déjà, j'étais pas pour un départ obligatoire du Stade Rennais. Voilà, sauf qu'il y avait des problèmes au niveau de la prolongation sur les timings et des propositions qui étaient. En fait, quand c'est comme vous, on vous propose un contrat et vous acceptez le contrat à cette époque-là, mais sauf que entre le temps que vous avez signé et 3 ans plus tard, vous avez évolué dans votre job et vous êtes un meilleur professionnel et qu'on vous fait la même proposition qu'il y a 3 ans en avance sans la prime à la signature. C'est en gros, ben, on te fait confiance, mais pas trop quand même. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, à un moment donné, quand il y a des dates qui sont passées, moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est fini. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y avait aucun problème de relationnel avec les dirigeants. Ça se passait super bien. Il n'y avait aucun problème. Peut-être qu'ils pensaient que j'allais jamais partir de Rennes. Bon, bref, une fois qu'il y a une date qui est passée et que je me suis retrouvé libre le 1er janvier, là, je me suis dit, bon, bah, ok, bah, je vais écouter ce qui se passe ailleurs. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir joué en sélection en novembre et donc ça a accéléré, ça a facilité les choses. Et au début, moi, ma volonté, ouais, je me dis quitter Rennes, mais je vais aller à l'étranger, je vais vivre de l'expérience. J'étais très attiré par l'Italie notamment. Et sauf qu'au moment où je vais à Bordeaux, j'avais conservé 2 options. Je m'étais dit Villarreal ou Bordeaux. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde un an avant et que à cette époque-là, j'avais fait tous les rassemblements en sélection. Donc je me suis dit, j'ai vraiment une carte à jouer. Et je me dis, bah, rester en France avec un Bordeaux qui sortait d'une grosse saison et fini, je crois, juste derrière Marseille, alors 5 ou 6e, je sais plus, mais elle a fait une très belle saison avec un bon mix entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs qui allaient encore évoluer, avec Jocelyn Gourvenec qui allait faire sa 2e année. Je me suis dit, bah, le profil de l'équipe a peu aller chercher les places européennes et je peux être dans une équipe qui va jouer l'Europe. Et je joue la sécurité en restant en France. Et puis forcément, bah, Bordeaux est quand même un club qui dégage quelque chose. C'est un club historique, c'est un grand club et un club au départ qui me correspond plutôt bien, assez calme. Donc tous les voyants sont au vert pour Bordeaux au départ. Petite parenthèse avant de continuer sur les Girondins, on a une question de Masbenz dans le chat qui nous demande une question pour toi. Est-ce que l'OM t'avait proposé un contrat à l'époque 2013-2014 et si oui, est-ce que tu l'aurais signé ? 2013-2014, non. Plus tard, oui, mais pas 2013-2014. J'avais eu Marseille à une époque, mais c'était plus tard, je crois, du 2015-2016, un truc comme ça, où il me semble que Marseille n'était pas dans une situation financière du feu de Dieu, et qu'à l'époque, Steve avait la possibilité de partir en Turquie, je crois, dans un grand club turc, et devait y aller, et nous on discutait depuis 2-3 mois avec Vincent Labrune. Et donc tout était calé au niveau contrat, ça leur correspondait bien parce qu'ils baissaient en termes de masse salariale entre Steve et moi, c'était logique, hein, moi je suis pas Steve, hein. Donc voilà. Et puis au final, au dernier moment, je crois que Steve a décliné la proposition et donc quand mon agent est venu à Rennes pour discuter du transfert, sur le trajet, lui il a appris que Steve ne partait pas et donc du coup il est venu pour rien à Rennes et donc ça s'est pas fait avec Marseille, mais c'est vrai que ça aurait pu se faire et si ça avait pu se faire, c'est sûr que j'y serais allé en courant à Marseille. Parce que pourquoi tu serais allé en courant à Marseille, au-delà du fait que ce soit un grand club, il y avait quoi qui t'intéressait là-bas? Ah, c'est à vivre, c'est dur, il y a une pression qui est terrible, mais je pense que quand vous êtes joueur et que vous mettez les pieds dans un club de ce standing, vous franchissez un vrai cap. Vous franchissez un vrai cap et puis après, moi je suis pas dans les délires anti un tel, anti ceci, anti cela ou quoi que ce soit. Marseille, voilà, ça envoie du lourd. Et donc du coup, ouais, j'y étais allé au tournoi Luc Borelli quand j'étais tout petit. J'avais été invité avec Caen là-bas. Et d'ailleurs que je salue la famille. Et voilà. Et puis donc du coup, j'avais un petit truc. J'aimais bien Marseille. Mais ce qui m'empêchait pas de vouloir gagner quand je jouais contre Marseille, hein. Ouais, 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 bah, évidemment. Après, quand on est gardien, les mercatos de gardiens, c'est quand même ils sont assez spéciaux parce que c'est vraiment un jeu de chaises musicales.
par rapport à Marseille, il y avait l'histoire avec Steve Mandanda. Il me semble, et je ne trahis pas de secret si je dis qu'on s'est appelé avant pour préparer l'émission et que tu nous parlais aussi de la possibilité de signer à Nice, il me semble. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Est-ce que tu peux nous raconter ? En fait, ce qui se passe, c'est que je suis à 1 an de la fin de mon contrat avec Rennes et que Rennes me fait une proposition qui est, pour pas vous cacher, c'était le même salaire, mais sans la prime à la signature que j'avais eu 3 ans plus tôt. Donc, moi, mon agent à l'époque, il répond à la personne qui s'occupait au directeur sportif, il dit salaire inchangé, voire même à la baisse, égale invitation à quitter le club. Et à ce moment-là, on est à l'Euro. Et là, c'est Julien Fournier qui est directeur sportif de Nice, directeur sportif, je pense que c'était ça, son poste, c'était un poste à haute fonction, et qui gère toutes les choses bien. Le contact se passe super bien, et puis on doit se rencontrer, et puis on se rencontre à la sortie de l'Euro. On se donne rendez-vous sur Nice. Je vais là-bas et puis j'arrive et c'est pas pour signer, mais c'est pour vraiment avancer considérablement dans les échanges et la possibilité de signer à Nice. Et donc même Nabil, qui est l'intendant historique de l'OGC Nice, qui est super cool, on se connaît par rapport au fait de jouer les uns contre les autres, etc. Me présente même un peu, me dit voilà, tel joueur habite à tel endroit, tu vois, là c'est sympa, etc. Ok. Puis on fait le rendez-vous dans un hôtel à Nice. Pendant 1h30, ça se passe super bien avec Julien Fournier qui m'expose le projet, l'idée de son recrutement, comment il conçoit le futur de Nice. Nickel. Et sauf que après, il y a le coach de l'époque, Lucien Favre et Lionel Letizy, entraîneur des gardiens, qui rentrent dans la discussion. Ils finissaient leur entraînement, ils viennent au bout d'1h30 et puis on discute. Et en fait, là, j'ai eu le sentiment d'être un entretien d'embauche et que le coach, finalement, me connaissait pas, que Lionel Letizy n'était pas forcément pour que je vienne, du moins, me donnait pas envie de me faire venir. Et donc, du coup, le rendez-vous, l'échange s'est arrêté à ce rendez-vous. Et en sortant du rendez-vous, je dis à mon agent, écoute, je remets pas les pieds ici. Non, de toute façon, je sais pas pourquoi on est venu. On a perdu notre temps, ils ont perdu leur temps. Et pourquoi ils m'ont fait venir jusque-là alors que tout avait bien commencé. Donc, c'est comme ça. C'est que, voilà, il y a des choses, des fois, vous pensez qui se goupillent bien. Et finalement, vous vous rendez compte. C'est pour ça que c'est toujours important d'aller sur place et prendre la température, discuter avec les gens et voir quelle est la volonté des gens, la réelle volonté de travailler avec vous ou non. Et donc, voilà. Moi, tu me fais une passe D extraordinaire, Benoît, merci, par rapport justement au gardien et la relation entre le gardien et l'entraîneur des gardiens. Pendant ton passage à Rennes, tu as eu Christophe Revel donc, comme entraîneur des gardiens, celui qui t'a suivi durant tout ton passage. Et quand tu arrives à Bordeaux, donc tu as un nouvel entraîneur des gardiens, ce qui est logique, mais durant ton passage, tu vas en connaître 5 différents. Dis-moi si je me trompe, des entraîneurs des gardiens, donc une instabilité totale à ce poste-là. Est-ce que tu peux nous donner l'importance en fait d'avoir une bonne relation avec son entraîneur des gardiens et à quel point ça conditionne en fait tes prestations en match? À mon sens, elle est capitale. Elle est capitale et ça se voit de plus en plus des gardiens qui essaient de faire venir leur entraîneur gardien. On a pu voir dernièrement avec Brice, Samba à Rennes, ou à l'époque avec Petr Sech et Christophe Lelichon. Et je pense que ça doit arriver encore un peu. Mais pour moi, elle est fondamentale parce qu'on passe sur une semaine d'entraînement classique. Allez, on doit peut-être passer 50% du temps avec notre coach gardien et notre groupe de gardiens, soit le 1, 2, les 3, voire 4 gardiens qui composent ce petit groupe. Donc on est en permanence ensemble. Et puis vous avez des échanges où un entraîneur, les entraîneurs ne connaissent pas forcément le poste concrètement, n'ont pas forcément la sensibilité du poste. Et donc du coup, c'est important de pouvoir échanger avec l'entraîneur, de se faire confiance, que lui puisse. Ne croyez pas, un mec comme Christophe, il m'a tapé dessus à maintes et maintes reprises à Rennes. Il m'a dit que c'était bien des fois, mais il y a des fois où il m'a fait de sacrés reproches, etc. Il a su me secouer. Et c'est une relation de confiance, surtout après, aussi dans le travail. Il apprend à vous connaître, ce que vous avez besoin, ce que vous avez moins besoin, aussi de vous soulager un peu psychologiquement de temps en temps, ou de vous rentrer dedans. Pour moi, c'est une relation qui est essentielle et qui est une part prépondérante dans la réussite d'un gardien de but dans son club.
Message de Nini dans le chat qui nous dit: bonjour Benoît, ça fait plaisir de te voir. Je venais te voir souvent t'entraîner à Bordeaux avec les Girondins, donc ça commence bien. Benoît, tu y passes 5 ans, on le rappelle. Notamment, il y a une deuxième campagne européenne de ta carrière, encore en Europa League, après celle que tu avais vécue avec Rennes. Et puis derrière, la fin évidemment est moins agréable. Il y a notamment cette saison avec ce triste record de buts encaissés, 91 je crois. Et puis la fin de l'invincibilité face à l'OM à domicile qui comptait beaucoup pour les supporters bordelais. La fin a été pénible. Comment tu l'as vécu, toi, avec cette fin de passage aux Girondins? Ça a été 5 années d'instabilité au club. En fait, moi, j'ai fait vraiment la transition. Malheureusement, j'ai pas connu Jean-Louis Trio. Mais j'ai signé, c'était la transition avec Stéphane Martin, qui était un super président aussi. Et une fois que Monsieur Martin il est parti, après, ça a beaucoup changé, ça a été très très instable. Et ça a envoyé un climat un peu, c'était pas clair. Malgré tout, on faisait pas les saisons qu'on espérait, mais on limitait la casse. Et à un moment donné, on avait de dire, plus vous jouez avec le feu, à un moment donné, quand vous jouez avec le feu, vous vous brûlez. Et la dernière saison a été un désastre, très très difficile, très 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 difficile, ouais. Et vous parlez de ce match, ouais, de l'invincibilité. C'est vrai que c'était quelque chose qui tenait à cœur aux supporters, mais même à nous, parce qu'on était imprégnés de ça avec le temps, etc. Et ce match-là, malheureusement, on est pendant le Covid. Et moi, j'ai le Covid, j'apprends le matin à 10h que je peux jouer. Je m'étais entraîné seulement depuis ma maison pour pouvoir jouer ce match. Et je suis responsable de la défaite parce que je me trouve sur le but ou sur un jeu au pied, une relance où l'idée de faire cette relance n'est pas bonne. La réalisation est encore moins bonne. Et on perd 1-0 sur. J'ai beau faire 3-4 arrêts importants par la suite, mais on perd sur cette situation. Et comme on a pris le but, et bah, c'est Costil qui se fait craquer. Et je dois l'assumer. Mais je dois l'assumer. Et on n'avait pas besoin de ça dans cette saison-là. On n'avait pas besoin de ça. Benoît, je pense aux équipes là qui jouent le maintien cette saison en Ligue 1. Comment ça se passe dans un vestiaire, dans les têtes des joueurs, quand tu sais que la saison est pas évidente, quand tu sais que les résultats suivent pas. C'est quoi, entre guillemets, les ressorts sur lesquels vous, les joueurs, vous pouvez vous appuyer pour essayer d'inverser la tendance? C'est très dur, mais en fait, pendant plusieurs années, c'est parti un peu en vrille dans les hautes sphères du club. Mais nous, dans le vestiaire, on arrivait à rester solidaire et à faire un peu la part des choses, même si c'était pas toujours évident. Et la dernière année, il faut pas croire, mais ça allait. Entre nous, il y avait pas, c'était pas la guerre, pas du tout. Mais à un moment donné, bah, quand vous êtes c'est un petit peu comme, enfin, je vais pas comparer Caen et Bordeaux, mais une situation comme Caen aujourd'hui en Ligue 2, c'est un club qui est pas programmé pour descendre, qui a des bons joueurs. Mais nous, Bordeaux à l'époque, on avait des bons joueurs, on avait une équipe, pas pour faire l'Europe ou quoi que ce soit, mais pour faire un match inconfortable. Mais à un moment donné, quand les résultats ils sont négatifs, etc., ça use, etc. Ça devient très dur psychologiquement. Et, euh, et c'est très dur de passer au-delà et de faire changer un peu de faire tourner, enfin changer la tendance, quoi, en fait. Ça a été très compliqué. Beaucoup de messages sur le chat. Cardator nous dit: t'as pas à t'en vouloir, Benoît. Et puis on remercie aussi Lotaro, Super Pipo, Nicro qui nous parle également dans le chat. Nicro qui nous dit: lors du passage de Longuepé à la tête du club, tous ceux qui bossaient au Hayan déprimaient notamment. C'est le moment de la note? Ah bah oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. La note pour les Girondins, le passage aux Girondins, Benoît? Franchement, là, je vais te dire avec moi, mais je le mérite pas. Je le mérite pas. Mais j'aime mettre 3. J'aime mettre 3 parce que la dernière année va tuer tout ce qui s'est passé avant. Même si pendant 5 ans à Bordeaux, pendant 5 ans, je suis resté en sélection ou proche de la sélection, c'est que j'étais pas si dégueulasse que ça. Et que jusque dans la dernière année à Bordeaux, jusqu'en novembre, je fais plus que le taf.
et qu'après ça devient très difficile, que je me pète le mollet et après il se passe ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a des moments clés et cette saison-là, elle va, c'est la plus importante. Et à un moment donné, on doit l'assumer. C'est qu'on n'est pas les seuls responsables, mais aussi on est vraiment responsable. C'est qu'on est sur le terrain et on doit assumer le fait d'être descendu et de descendre avec Bordeaux. Croyez-moi que c'est un truc qui reste gravé. On va essayer d'enchaîner un petit peu plus vite sur Auxerre, Lille et la Salernitana parce qu'on aimerait aussi parler de l'équipe de France avec toi et puis un peu de gastronomie aussi parce que moi j'aime beaucoup ça. Derrière donc Bordeaux qui descend donc en 2022, tu rebondis à Auxerre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Auxerre et puis pourquoi ça s'interrompt au bout de 6 mois, Benoît? Au départ, je devais signer à Lorient. C'était quasiment bouclé avec Lorient. On s'était rencontrés chez moi et puis j'ai plus de nouvelles du FCL. Moi, je considérais que d'aller à Lorient, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que je retrouvais un environnement que je connais et pour performer, j'avais besoin de ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, du coup, je me suis retrouvé pour la première fois de ma carrière à pas reprendre l'entraînement avec un groupe. Donc là, difficile à encaisser. Et là, il y a l'opportunité Auxerre. J'avais Auxerre et on avait discuté un petit peu avec Marseille pour être numéro 2. Sauf que moi, j'étais dans l'optique de jouer. Et je me suis dit, Auxerre, c'était pas dans les plans de départ. Ouais. Mais pourquoi pas pourquoi pas. Il y avait de très bons mecs dans le vestiaire, dans l'équipe et tout. Et je m'étais dit, pourquoi pas surfer aussi sur la dynamique de la Ligue 2. Malheureusement, ça n'a pas été simple, même s'il y a eu des choses positives collectivement et individuellement aussi, mais à un moment donné, ça a été dur. Et puis à un moment donné, c'était devenu trop compliqué pour moi à titre personnel de gérer certaines choses. Et donc du coup, je crois que c'est début janvier ou fin décembre, on parle avec mon agent le soir après un match, il me demande comment ça va et je lui dis on arrête tout. Et il me dit, ouais, on arrête tout en fin de saison. Je lui dis, non, maintenant. Et donc, du coup, on avait prévenu le directeur sportif de l'époque que j'arrêtais le foot et que je rentrais chez moi et que je voulais me faire oublier. Et puis, 15 jours se sont passés et mon agent m'appelle pour me demander dans quel état d'esprit je suis. Je lui dis, oh, rien n'a changé. On venait de jouer à Lens, on avait perdu 1-0 à Lens. Je lui dis, non, rien n'a changé. J'arrête, je rentre chez moi, je vais me faire oublier, ne plus exister. Et donc, du coup, et peu de temps après une discussion avec Benji André, il me dit que leur numéro 2, Jardim, va partir de Lille et allez, viens à Lille, etc. Et je me dis, bon, allez, c'est bon, je vais aller accompagner Lucas sur une petite période et moi, je vais me faire oublier et on parlera pas de moi et je vais pouvoir me soigner, enfin entamer le process de guérison. Benoît, tu dis quelque chose de très important. On en a parlé avec Rufin Boumputu que tu connais la semaine dernière. C'est au niveau de la santé mentale. Est-ce qu'elle est particulièrement importante dans le foot, qui plus est quand on est gardien parce que c'est un poste encore à part. Et est-ce qu'on est assez bien entouré quand on est joueur de foot pour traiter les problèmes parfois de dépression? C'est pas propre au poste, c'est pas propre au football. Il y a eu des sujets dernièrement que j'ai trouvé très intéressants et des gens qui avaient le courage d'exprimer certaines choses, soit des nageurs j'ai vu des surfeurs s'exprimer là-dessus, etc. Et je trouve que c'est un sujet moi qui me touche parce que on s'imagine plein de choses derrière la vie d'un footballeur ou d'un sportif de haut niveau qui gagne bien sa vie, oui effectivement, mais ça fait pas tout. On n'est pas exempt de problèmes de la vie de tous les jours par rapport à notre famille, par rapport à nous-mêmes. Et par rapport à on peut aussi mal gérer certaines situations, mal vivre certaines situations. Et donc effectivement, que l'entourage est hyper important. Et il faut parler. En fait, à un moment donné, il faut se lâcher, il faut parler, il faut s'exprimer. Et voilà, c'est indispensable parce que ça peut être destructeur. Mais Benoît, est-ce que c'était l'accumulation en fait de la difficulté en fait que tu traversais à ce moment de ta carrière entre Bordeaux et Auxerre qui a été le trop plein et qui a tout fait déborder, ou est-ce que c'est un mélange en fait du pro et du perso qui a fini par tout faire exploser? Non, moi le perso, il y avait aucun problème. J'ai la chance d'avoir une famille fantastique et ça, voilà. Ce qui a été dur pour moi, c'est de voir ma famille souffrir.
Ça a été hyper dur, hyper dur. Mais moi, c'était la fin de Bordeaux où ça a été terrible et du coup, peut-être qu'avec le recul, j'ai voulu aller à Auxerre, mais j'aurais peut-être dû soit partir à l'étranger ou soit basculer sur quelque chose où je ne joue pas, en fait. Et donc moi, c'est essentiellement la fin de Bordeaux. Et la preuve, c'est que les 5 mois à Lille, 4 mois et demi, 5 mois m'ont fait un bien fou. Et je remercierai jamais assez le LOSC de m'avoir permis d'avancer, et que ce soit le président Létang, Sylvain Armand, etc. J'ai rencontré des gens géniaux, un club fantastique, franchement top, top, top. Et donc du coup, après, ça m'a permis de me requinquer. Et quand je suis arrivé en Italie, je vous assure, je suis arrivé en Italie. Après 5 mois à Lille, où j'avais bossé comme un fou, mais j'ai pris une année sabbatique psychologiquement, presque. Et j'étais au taquet. Moi, je suis arrivé en Italie. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Ben? Il t'arrive quoi là? Mais j'étais trop bien.